la paix en Casamance, celle du Bois Sacré et autres organisations féministes, toutes vêtues en blanc, a marché à travers les artères de la ville de Bignona. Cette manifestation rentre dans le cadre de la protestation contre l'assassinat de la dame Mariama Badji, violée avant d'être égorgée par ses bourreaux. Les femmes de la Casamance pleurent leur peine. Les femmes de la Casamance sont outrées par ce crime odieux, par ce crime horrible que la population de Bignona vit depuis quelques jours. Ce crime qui a emporté Mariama Badji. Les femmes en souffrent, les femmes pleurent, les femmes chantent et pleurent leur peine. Cette marche, nous l'avons organisée pour combattre les violences, pour dire la peine, pour exprimer notre peine et notre souffrance. Les femmes de la Casamance sont toutes là, réunies. Des délégations sont venues de partout et nous accompagnons nos sœurs. C'est l'occasion pour nous de pleurer toutes ces femmes-là qui sont parties ces derniers temps. Arrivées à la préfecture de Bignona, les marcheuses ont été reçues par le préfet qui a soutenu que tous les moyens sont mobilisés pour que ce crime ne reste pas impuni. Mais ce que j'ai eu à dire aux populations, c'est de leur demander de rester calmes. Parce que la justice est en train de faire son travail. Et certainement d'ici quelques jours, on aura les résultats de l'enquête. Un suspect a été arrêté. Des auditions ont été faites. Et les responsables de ce dossier sont en train de faire tout pour élucider cette affaire et rendre compte aux populations. Ces femmes ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Elles vont organiser le samedi prochain une marche régionale à Ziguinchor pour dénoncer les violences faites à l'endroit des couches vulnérables. La région de Ziguinchor, aujourd'hui, nous n'avons pas de problème de délestage. Délestage, ça suppose que le courant produit est insuffisant pour pouvoir alimenter la clientèle. Ce n'est pas le cas, on a vraiment une suffisance nette de production. Il arrive qu'effectivement, dans le réseau, qu'il y ait des avaries qui font que des quartiers ou des zones ne sont pas alimentés. C'est le cas aujourd'hui. Hier, à 19h45, effectivement, il y a eu un poste transformateur qui a eu une avarie. Enfin, il a commencé à prendre feu. Et ce qui a fait que la zone-là a été isolée. Aujourd'hui, ce matin, les agents sont sur pied d'œuvre pour essayer en tout cas de tout remettre en marche. Et on espère qu'avant fin de matinée, la situation sera maîtrisée. Bon, il faut peut-être dire que là, on était prêt déjà à faire un communiqué pour permettre au moins aux radios d'informer les populations, la clientèle, qu'on a eu un tel cas de figure. Ceci m'amène à présenter des excuses auprès de la population pour les désagréments plutôt causés par cette rupture de fourniture depuis hier nuit. Je rappelle encore une fois qu'on a laissé un numéro, pas un numéro vert, mais un numéro d'appel pour qu'en cas d'avarie, que la population puisse appeler et signaler pour que les situations puissent être prises en charge en temps réel. C'est le numéro 78 639 15 19. Un seul peuple, une même culture, une même histoire. C'est ce fait historique trait d'union entre la Guinée-Bissau et la Casamance qui a réuni ce mercredi des chercheurs, des historiens, des universitaires, entre autres à l'université Assane Seck de Ziguinchor, autour du colloque international dont le thème porte sur la présence portugaise à Ziguinchor. Ce thème qui englobe l'histoire de tout un peuple peu connu par les nouvelles générations est un prétexte pour réviser l'histoire de Ziguinchor. Et l'objectif du colloque, c'est justement d'arriver à identifier ce patrimoine-là, à voir ce qui reste de ces plus de 2 siècles de présence portugaise à Ziguinchor. Alors, lorsqu'on interroge le citoyen lambda ou la population sur cette question-là, on vous dira la langue créole. Parce que c'est ce qui est le plus visible. Ça, c'est un patrimoine immatériel. Mais les constructions, les routes, les
comptoirs, tout ce que les chapelles, les églises, les cimetières qui étaient là pendant la période portugaise, personne ne peut plus les identifier. Pourtant, les sites sont là. Maintenant, il faut les identifier. Pourquoi? Parce que ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de l'histoire de la région. Et au-delà de la région, ça fait partie de l'histoire du Sénégal. C'est l'occasion également de mettre en exergue les liens entre les deux peuples, casamançais et bissau-guinéens, après 2 siècles et demi de colonisation portugaise. L'héritage de la présence portugaise à Ziguinchor, chacun sait qu'il est extrêmement présent dans cette ville, dans cette région. Vous avez des quartiers de Ziguinchor qui vont s'appeler Correntas, un nom tout à fait portugais. On y mange le caldou. Vous avez des gens qui portent des noms, Barreto, Da Souza, Prera, les Filho de Terra, qui sont aussi les héritiers de cette présence portugaise. Ce colloque qui s'étendra sur 4 jours est le rendez-vous du donner et du recevoir, mais également de partage entre les participants pour une meilleure valorisation de la culture historique de Ziguinchor en particulier. C'est un tournant majeur dans la bataille d'Alep où l'armée syrienne a reconquis la totalité de la vieille ville. Les rebelles, acculés, ne contrôlent plus qu'un quart environ de la partie orientale de l'ancienne capitale économique du pays. Ils ont appelé ce matin à un cessez-le-feu de 5 jours pour permettre l'évacuation des civils et des blessés graves. Et ils demandent aussi à toutes les parties au conflit à engager des discussions sur l'avenir de la ville. Auparavant, les insurgés avaient annoncé leur intention de résister jusqu'au bout. L'armée syrienne, appuyée par l'armée russe et les milices chiites, n'a jamais été aussi proche de sa plus importante victoire depuis 2012. En 3 semaines, elle a repris une trentaine de quartiers d'Alep-Est. Cette offensive a poussé à la fuite plus de 80 000 civils, mais ils sont encore nombreux à être pris au piège des combats. L'ONU a décrit une situation humanitaire désastreuse. Au moins 97 personnes ont péri dans un puissant tremblement de terre qui a frappé la province indonésienne d'Aceh, à la pointe nord de Sumatra, la grande île de l'ouest de l'Indonésie. Aceh avait été dévastée par le terrible tsunami de décembre 2004. Des dizaines de personnes étaient encore ce matin prises au piège des décombres, mettant au défi la rapidité des secours. L'état d'urgence a été déclaré à Aceh. À Jakarta, le président indonésien Joko Widodo a déclaré avoir pris la situation en main et ordonné à toutes les agences gouvernementales de se mettre en action. Le séisme de magnitude 6,5 a eu lieu à 5 h du matin et n'a pas provoqué de tsunami. Le tremblement de terre de 2004 avait été mesuré à 9,2 sur l'échelle de Richter. Avec le tsunami qui avait suivi, il avait tué 250 000 personnes. Une enquête de l'ONU sur des allégations d'abus sexuels en République centrafricaine a identifié 41 casques bleus comme suspects potentiels de mauvaise conduite. 25 des 41 suspects viennent du Burundi et les 16 autres du Gabon. Tous servaient dans les rangs de la MINUSCA, la mission de maintien de la paix de l'ONU en RCIA. L'enquête de l'ONU a été menée en coopération avec des enquêteurs burundais et gabonais et concernait des cas commis entre 2014 et 2015 à Dekowa, dans le sud-est de la RCIA. En tout, 139 casques bleus ont été interrogés. Les 41 suspects dont les noms n'ont pas été révélés ont été identifiés par les victimes grâce à des photographies. Il revient à présent au Burundi et au Gabon de mener d'autres enquêtes pour appuyer celles réalisées par les Nations Unies. Les missions de maintien de la paix des Nations Unies ont été à maintes reprises au centre de plusieurs affaires d'abus sexuels. Pour redorer le blason de l'institution, son secrétaire général a suggéré qu'un tribunal des Nations Unies soit mis en place pour juger les casques bleus accusés de crimes, y compris les abus sexuels.